Bonsoir Madame le Ministre, bonsoir à tous. Un très grand merci pour votre présence à nos côtés ce soir. C'est maintenant à moi que revient l'honneur de dresser votre portrait. J'essaierai de rendre hommage à votre parcours politique hors pair dans le peu de temps qui m'est imparti. Docteur en droit et en sciences politiques, vous débutez votre carrière mêlant sphère publique et privée. Du côté universitaire d'abord comme assistante à Assas, puis maître de conférence à la Sorbonne. Du côté ministériel ensuite, en assumant des fonctions de conseillère technique pour de nombreux cabinets ministériels, dont le ministère des Affaires sociales d'Edgar Faure en 1971, mais aussi du secteur privé, comme président-directeur général de la société UTA Indemnité. Après avoir fait vos armes en politique au Pays Basque, notamment comme maire de Saint-Jean-de-Luz, vous faites vos premiers pas sur la scène politique nationale comme secrétaire d'État à l'enseignement dans le gouvernement Chirac, puis comme ministre de la Jeunesse et des Sports dans le gouvernement Balladur. Entre 2002 et 2011, vous occupez consécutivement les 4 ministères régaliens que sont la Défense, l'Intérieur, la Justice et les Affaires étrangères, et établissez ainsi un record national. Figure de proue de la droite, vous avez accompagné sa triple évolution, comme présidente du RPR de 1999 à 2002, vice-présidente de l'UMP de 2009 à 2012, puis membre du bureau politique des Républicains à partir de 2015, ainsi qu'en participant à la création du Chêne en 2006 pour redonner un second souffle au gaullisme. Aujourd'hui eurodéputé pour la circonscription Sud-Ouest, vous venez nous parler d'Europe, mais aussi et surtout de votre tout nouveau parti, âgé d'à peine un mois, Nouvelle France. Ce mouvement des Français, comme vous l'appelez, pour qu'ensemble nous puissions agir pour bâtir la Nouvelle France, a été lancé par vidéo sur Internet et les réseaux sociaux, vous inscrivant non seulement dans l'ère du 2.0, à l'instar de vos publications assidues sur Facebook et Twitter, mais aussi dans la lignée de Jacques Chirac et comme membre de la famille gaulliste. Je laisse là ce résumé trop incomplet et Madame le Ministre, je vous laisse la parole pour nous parler d'une Nouvelle France, mais aussi et surtout de votre vision d'une nouvelle Europe. Bon, alors, ce n'est pas du tout le sujet qu'on m'a donné, mais je pense que c'est très bien, donc je vous parlerai de ce dont vous voulez que je vous parle. Moi, on m'avait dit qu'il fallait que je vous parle d'une nouvelle France et d'une nouvelle Europe. Donc, le problème, comme tout universitaire, c'est de savoir quel plan on fait dans ces cas-là, n'est-ce pas? Le plan Sciences Po en 3 parties, le plan universitaire en 2 parties, et on essaie de ne pas dire les choses les unes après les autres. Et puis, je m'étais dit quand même que comme politique, ce qui compte quand même, c'est qu'on vous comprenne. Donc, les choses très sophistiquées, c'est très bien, mais c'est quand même mieux quand il peut y avoir derrière tout ça une vraie discussion. Et finalement, le raisonnement que j'ai eu sur ces sujets, c'est aussi, quand on regarde bien, le raisonnement que j'ai eu en voulant créer une nouvelle France. C'est vrai qu'aujourd'hui, et vous n'allez pas dire le contraire, il y a une fracture, je ne sais plus qui m'en parlait tout à l'heure, qui m'interviewait, entre les Français et la classe politique. Les Français ont souvent l'impression que finalement les décisions se prennent sans eux, sans qu'ils les comprennent, sans qu'ils voient à quoi elles servent. Et moi, mon idée, c'est de dire arrêtons de faire confisquer par des politiques, mais aussi par des hauts fonctionnaires, un certain nombre de décisions, et essayons de voir d'abord comment les Français s'expriment. Parce que si on veut réduire cette fracture, la première des choses, c'est de comprendre l'autre. Faire de la politique, finalement, c'est pas se faire plaisir. D'abord, on se tromperait lourdement dans ce cas-là. Mais faire de la politique, c'est vouloir agir. Et agir avec les autres et agir pour les autres, ça implique effectivement, au minimum, de savoir ce que les gens attendent, mais surtout, comment ils voient les choses. Comment est-ce que l'on fait en sorte de parler ensemble, de créer des choses ensemble. Et donc, l'idée de Nouvelle France, c'est finalement d'utiliser le fait que je suis passée à travers quelques activités qui me donnent une certaine notoriété, c'est de mettre cette notoriété au service des Français pour leur permettre, eux, de s'exprimer. Et c'est ce que vous voyez, et c'est pour ça que j'ai voulu utiliser les réseaux sociaux, c'est que trop souvent, il y a des barrages, et là, c'est au contraire une façon d'agir très librement, de permettre à chacun de s'exprimer librement. Mais pour moi, la politique, ce n'est pas simplement de parler, c'est aussi d'agir. Et par le parcours que j'ai fait, cela m'a permis effectivement de voir où il y a un certain nombre de blocages. Et les blocages, c'est que finalement, ils viennent de ce que les 3 composantes d'une décision n'ont pas de lien aujourd'hui dans le système actuel, notamment des partis politiques, voire du gouvernement, n'ont pas de lien entre eux. Pour avoir une décision, vous avez le citoyen, vous avez le politique et vous avez également l'administration,
qui est celle qui finalement va traduire une volonté politique dans quelque chose de concret. Et le problème, c'est que parfois les politiques écoutent les citoyens, ou du moins certains d'entre eux, ils écoutent souvent les sondages d'ailleurs plus que les citoyens eux-mêmes, ils prennent parfois des décisions, et puis ces décisions, on le voit, ne sont pas mises en œuvre parce que la conception politique est totalement différente. Elle est différente des préoccupations d'un artisan. L'administration, les administrateurs, eux, les fonctionnaires, ont pour but finalement d'avoir un budget équilibré, enfin, ça c'est le rêve, en fin d'année. Et donc, ils vont regarder ce que la décision coûte et probablement éliminer un certain nombre de choses. Les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur ont pour but d'avoir un pays le plus calme possible. Et donc là aussi, ils vont prendre un certain nombre de décisions qui finalement vont être ressenties par les citoyens souvent comme quelque chose d'attentatoire à leur liberté de faire, et on a l'impression, au contraire, que de plus en plus, on vient surveiller toutes les activités les uns des autres. Empêcher de fumer dans tous les lieux, contrôler les déclarations des uns et des autres, empêcher les allées et les venues. Là, encore une fois, je ne porte pas de jugement sur le bien fondé ou le mal fondé de ces décisions. Limiter la vitesse pour tout le monde, mais tout ceci est souvent ressenti par le citoyen comme « on m'empêche de vivre », finalement. Alors, comment faire ? Bien, dans Nouvelle-France, ce que nous essayons de faire, c'est de mettre ensemble les trois en disant il y a une attente parfois des citoyens, le politique doit la traduire effectivement en action, et une action qui respecte les équilibres, parce que le politique, il arbitre entre des demandes qui peuvent être différentes. Et il faut également joindre des gens qui viennent de l'administration et qui ont cet état d'esprit de l'administration pour voir comment eux vont ressentir la décision et comment on peut, avec eux, faire en sorte que ce que l'on souhaitait au départ soit réellement mis en œuvre. C'est ça, finalement, la mécanique, en quelque sorte, de Nouvelle-France. C'est un rassemblement qui essaie de ramener tout le monde pour essayer de travailler ensemble, de faire avancer ensemble. Parce que, honnêtement, notre pays et l'Europe ont grandement besoin de ce travail en commun. Aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes en train de faire face à des défis complètement nouveaux, que nous ignorions il y a encore 20 ans. Le premier de ces défis, bien entendu, c'est la mondialisation. La mondialisation bouleverse ce que l'on a vu pendant 30 siècles. C'est une ouverture aux autres, mais en même temps, c'est une concurrence très directe. À côté de la mondialisation elle-même, nous voyons également un rééquilibrage total du monde. Pendant des siècles et des siècles, pendant des millénaires, l'Europe, finalement, et la France en Europe, ainsi que la Grande-Bretagne, ainsi que l'Allemagne, ont joué un rôle majeur, et c'est finalement eux qui entraînaient le monde. Et aujourd'hui, nous voyons, avec la montée de la Chine, avec la montée de l'Inde, avec la montée de l'Amérique latine, qu'il y a un rééquilibre qui se fait, un rééquilibre démographique, un rééquilibre économique aussi. L'Europe est encore la première puissance, mais de plus en plus, elle est dépassée par d'autres. Notre pays lui-même, qui était la 4e puissance économique il y a quelques années, a régressé de plus en plus. Il est devenu la 5e, il est maintenant la 6e. Et si on en croit d'ailleurs un certain nombre des études qui sont faites par le Fonds monétaire international, nous ne serions plus qu'à la 9e place si on prend en compte les comparaisons et plus le pouvoir d'achat que la somme globale que représentent les économies de chacun de ces grands pays. À côté de cette explosion démographique, de ce rééquilibrage, nous voyons également, avec la fin de la guerre froide, de nouvelles insécurités qui réapparaissent. La guerre froide, c'était finalement l'époque où, d'une part, les États-Unis et d'autre part, l'URSS jouaient les gendarmes du monde et veillaient à ce qu'il n'y ait pas de conflits qui risquent de les opposer les uns aux autres, sachant que la possession de la bombe nucléaire par l'un comme par l'autre ne pouvait qu'entraîner une catastrophe mondiale. Après la fin de la guerre froide et la chute du mur de Berlin, nous avons au contraire vu ressurgir des conflits qui avaient été ainsi étouffés, et nous avons probablement le monde le plus instable que nous ayons connu depuis, là aussi, des centaines et des centaines d'années.
C'est vrai au Moyen-Orient, on le voit tous les jours à travers la Syrie, le Yémen, le conflit entre Israël et la Palestine, mais c'est vrai dans toute l'Afrique avec les conflits interethniques, et nous le voyons même aux portes de l'Europe. L'Ukraine est un exemple de ces tensions qui existent. Et se rajoute à ça le terrorisme, et le terrorisme de l'ISIS ou de Daesh, selon le vocabulaire que l'on choisit, qui aujourd'hui menace tous les pays, ou plus exactement, menace les ressortissants de tous les pays qui, à n'importe quel moment, peuvent être effectivement confrontés à ces actions terroristes. Et puis, on pourrait effectivement ajouter à ces constats de ce monde nouveau le constat sur la fragilité de notre environnement dont nous commençons à prendre conscience. Bref, tout ceci, ce sont effectivement des défis qui impliquent que la France puisse elle-même regarder quelle est sa réalité et finalement quelle est sa propre place au sein du monde tel qu'il se dessine aujourd'hui. Alors, la réalité, c'est effectivement d'abord une réalité qui nous paraît plutôt négative. Je vous parlais tout à l'heure du déclassement finalement de la France comme grande puissance économique au cours de ces dernières années. Nous voyons également comment la France se révèle incapable de continuer dans la durée à assumer financièrement les choix d'équilibre social ou de protection sociale qui ont été les siens dans les décennies précédentes. Le résultat, c'est que la France elle-même se trouve effectivement fragilisée. De la même façon, nous voyons bien que notre pays, et vous le sentez vous aussi, que notre pays est dans une grande fragilité sociale. Le chômage, c'est la première marque de cette fragilité sociale. Nous avons un chômage qui est extrêmement important. Et les résultats de ces derniers jours, malheureusement, ne sont pas suffisamment significatifs. Il y a eu une augmentation considérable du chômage, il y a des hauts et des bas par moment, mais on a l'impression que dans le système actuel, effectivement, on se trouve dans des perspectives qui sont celles de chômage de longue durée et de chômage structurel, et pas simplement conjoncturel. De la même façon, nous voyons également monter, et ce qui se passe place de la République, par exemple, et je pense révélateur, on voit monter beaucoup de frustration de la part d'une partie de la population qui se sent rejetée, qui se sent écrasée par tout ce qui se passe autour et qui, finalement, conteste toute institution, tout établissement aujourd'hui parce qu'elle a le sentiment d'être méprisée par cette institution. Donc nous avons un pays qui, effectivement, apparaît comme fragilisé. Certains parlent de décadence, certains parlent de déclin. Si on ne regarde que ça, on peut effectivement se dire, et il y a bien d'autres exemples, mais on peut se dire que la France est dans une situation difficile. Mais dans le même temps, si nous regardons par rapport aux autres pays, par rapport aux équilibres, aux nouveaux équilibres que j'évoquais tout à l'heure, on s'aperçoit en même temps que la France a des atouts tout à fait essentiels. Notamment, il y a un élément très important, c'est que la démographie du monde est en train d'exploser. Nous allons quasiment, d'ici la fin du siècle, multiplier quasiment par 2 par rapport à il y a 20 ans la population mondiale. Et face à cela, il faut bien voir qu'on constate dans le même temps une diminution des terres cultivables, c'est-à-dire des terres qui permettent de nourrir cette nouvelle population. Du fait de la désertification, du fait de la construction de grandes villes sur des terrains plats, donc des terrains cultivables, vous avez une diminution de la capacité de production. Et notre pays a la chance d'être le premier pays exportateur de produits agricoles et agroalimentaires dans une Europe qui elle-même est le premier exportateur de produits agricoles et agroalimentaires. Nous avons donc en France, par l'agriculture, et ça n'est pas souvent compris comme cela, la possibilité non seulement d'assurer notre indépendance alimentaire, mais également d'avoir un poids économique et politique pour faire face à cette demande qui est une demande mathématiquement croissante. Deuxième élément,
la mondialisation et les nouvelles technologies de la communication dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais qui sont un des phénomènes aussi tout à fait nouveaux et qui bouleversent le monde actuel, dans ces domaines, nous avons la chance d'avoir des technologies qui sont les technologies de l'espace. Ariane, c'est encore le premier lanceur mondial. La fabrication des satellites, c'est encore une des spécialités françaises. Il est évident que, par là même, cela veut dire que nous avons une industrie qui correspond totalement aux besoins qui sont ceux du monde de demain. Et il en va de même, d'ailleurs, si on aborde les problématiques de l'aviation ou du transport à travers Michelin. Nous avons donc des pépites en la matière. La troisième exigence de ce monde de demain, c'est la santé. Il y a une aspiration à avoir une meilleure santé. Et nous avons la chance d'être non seulement le pays des nanotechnologies, mais également l'un des pays où l'industrie pharmaceutique et le domaine de la santé sont à la pointe dans le monde. Nous avons, sur les 10 laboratoires pharmaceutiques mondiaux les plus importants, 5 d'entre eux qui sont des laboratoires français ou européens. Donc, nous avons ce potentiel. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'un pays de 65 millions d'habitants ne peut seul faire face aux besoins qui sont ceux de la concurrence de demain. Par rapport à des pays comme la Chine, que j'évoquais tout à l'heure, ou même comme l'Inde, il est évident que si nous voulons rester concurrentiels, nous devons faire un effort de R&D, de recherche et développement, je ne sais pas où vous en êtes. Oui, ça va encore. D'accord. C'était quand même dans le programme. Mais nous devons faire un effort considérable. Les seules ressources de la France, surtout compte tenu de sa situation économique et sa situation budgétaire, ne sont pas suffisantes. Et il est évident de la même façon que quand nous avons des productions, nous avons besoin d'avoir un marché intérieur qui nous permet d'amortir les prix de façon à être concurrentiel dans la vente à l'extérieur. Et donc, nous avons besoin de nous appuyer aussi, de faire partie d'un ensemble plus grand. Et c'est là où on se retrouve vers l'Europe. Vous tenez ça, autrement dit, je parle trop ? Non, c'est ça ? Non, d'accord. Parce que vous avez l'air de tenir votre non, micro non, en l'agitant. Je vous en prie. Bon. Donc, alors, si je ne parle pas trop, je vais dire, si vous voulez, l'Europe, c'est d'abord ça. L'Europe, c'est le monde de demain parce que le monde de demain, à l'heure de la mondialisation, c'est un monde de grands ensembles. C'est le monde multipolaire. Mais dans ce monde multipolaire, l'unité, en quelque sorte, de multipolarité, c'est quasiment le milliard d'habitants. Donc 65 millions d'habitants, n'en parlons pas. Mais je dirais même qu'à la limite, 450 millions d'habitants, ce n'est pas tout à fait suffisant. Ce n'est pas tout à fait suffisant parce que dans les pays qui sont nos concurrents, pendant très longtemps, on a pensé que ces pays ne jouaient que sur le très faible coût de revient du travail, grâce à des salaires extrêmement bas, mais en même temps, on se disait, bon, ben, ce sont des produits élémentaires ou de mauvaise qualité. Faites attention. Quand vous allez dans ces pays aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'ils ont fait des progrès technologiques considérables et qu'ils sont en train de nous rattraper. Il y a quelques années, pour les satellites d'observation de la Terre, pratiquement, il y avait les États-Unis et l'Europe, pointe à la ligne. Et les Chinois, par exemple, qui avaient besoin de ces satellites pour leur agriculture et éventuellement pour quelques autres préoccupations beaucoup plus politiques que l'agriculture, étaient obligés d'acheter. Mais aujourd'hui, on sait très bien, même si nous avons encore une avance sur eux, c'est-à-dire que nous arrivons à avoir des observations à 50 cm, tandis qu'eux sont finalement à 1,10 m, mais ils sont arrivés à 1,10 m de résolution en quelques années, beaucoup plus vite que nous. Et donc, si nous ne continuons pas à investir beaucoup dans la recherche et le développement pour avoir toujours cette marche technologique d'avance sur eux, ils nous dépasseront très rapidement. Donc, l'Europe a besoin aussi de faire des efforts dans ce domaine. Nous avons besoin d'une Europe qui soit une Europe solide et qui soit en même temps une Europe unie et qui prenne conscience de ce qu'elle est. Parce que nous avons certes l'Europe, et l'Europe nous a apporté la paix, et l'Europe nous a apporté un certain développement économique depuis la CECA et jusqu'à la CE. Mais aujourd'hui, ça n'est plus suffisant. Il faut aller dans le monde actuel beaucoup plus loin.
Alors, il faut y aller à la fois en choisissant des politiques qui vont nous permettre de nous développer, mais d'abord et avant tout, et c'est ça ce que je dis souvent comme député européen, y compris dans l'hémicycle, en ayant conscience de ce que nous sommes, de ce que l'Europe est une puissance économique, secondairement une puissance politique, et qu'elle a besoin d'affirmer les deux. Elle a besoin, notamment dans le domaine économique, de se défendre. C'est le problème du traité transatlantique. Alors justement, on va en parler. Alors j'en parle pas. Beaucoup D'accord. de points à aborder avec vous. D'accord. Ah oui, je suis en train de liquider toutes vos questions, là, c'est ça vous êtes embêté parce que vous craignez de ne plus avoir de questions. On a encore vous du en avez matériel. entré de nouvelles, sinon il y en aura dans la salle. Mais si vous voulez, moi, ce qui me paraît effectivement intéressant, c'est de dire, attention, nous avons un certain niveau, mais nous ne pouvons plus nous permettre d'être ouverts à tous les vents. Et c'est pour ça que l'Europe ne peut pas être une Europe totalement libérale et totalement ouverte, comme le voudraient par exemple les Britanniques. Nous avons besoin aussi de savoir ce que sont nos propres intérêts et de défendre nos intérêts. De les défendre sur le plan économique, de les défendre sur le plan de nos concitoyens et de les défendre sur le plan de nos entreprises. Quand nous imposons à nos entreprises un certain nombre de normes, pour des raisons notamment sanitaires, est-ce qu'il est normal que dans le même temps, dans les conventions et les contrats que nous passons avec des pays extérieurs à l'Europe, nous acceptions que viennent sur notre territoire des produits qui, eux, n'ont pas été fabriqués en respectant ces normes sanitaires? C'est l'un des problèmes. Alors, je ne parle pas du bœuf aux hormones et du poulet je ne sais plus quoi, ni du maïs transgénique, puisque ça fera partie de votre question. Mais on peut l'appliquer à n'importe quoi. On peut l'appliquer au vin, on peut l'appliquer aux sardines, on peut l'appliquer à n'importe quoi. Nous avons donc besoin de dire, attention, défendons aussi nos intérêts dans tout ça. Je ne parle pas du TAFTA. Deuxièmement, ce qui est important aussi, c'est que l'Europe ne perde pas son énergie dans de la concurrence intérieure. Or, aujourd'hui, c'est encore le cas. C'est encore le cas parce que vous avez des entreprises dans les mêmes secteurs, en France, en Allemagne, en Pologne, en Italie, aux Pays-Bas, qui se font concurrence en jouant, d'ailleurs souvent, sur les salaires et la protection sociale, le plombier polonais, dont on a beaucoup parlé à un moment donné. Et pendant que les entreprises se font une concurrence interne, elles ne sont pas unies pour lutter contre la concurrence extérieure. Donc, il y a besoin de faire des rapprochements, notamment de faire des rapprochements en matière fiscale et en matière de protection sociale, pour que les entreprises aient finalement les mêmes règles dans l'ensemble de l'Europe, y compris sur le plan environnemental, de façon à ce qu'elles soient appelées à se rapprocher et à aller ensemble à la conquête de marchés extérieurs. Il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine, et en particulier en France, parce qu'en France, il faut bien dire, et ça tout gouvernement confondu, qu'on veut toujours être meilleur que les autres. Et donc, très souvent, on a des normes européennes qui sont prises à Bruxelles et qui vont notamment faire en sorte de demander un effort à un certain nombre des pays nouveaux entrants de l'Europe, je pense en particulier aux pays de l'Est de l'Europe, de façon à ce qu'ils rattrapent un peu ce que nous faisons, mais nous, très souvent, à ce moment-là, nous disons « Ah ben, nous, on va profiter de ça pour faire un peu plus et demander un peu plus, notamment à nos producteurs, durcir un peu plus nos normes, qu'elles soient environnementales, de production ou autres. » Donc là, il y a effectivement un vrai problème et c'est pour ça que l'Europe a besoin de se concevoir comme une puissance politique. Mais elle doit aussi se concevoir comme une puissance politique. Parce que être une puissance politique, c'est aussi avoir une réputation, et le politique et l'économique ne peuvent pas être distingués. Si nous voulons être écoutés, si nous voulons que nos valeurs soient exportées, si nous voulons aussi que nos produits soient exportés, il est important que nous pesions sur le plan politique. Et c'est tout le problème de la construction d'une défense européenne, car vous ne pouvez pas avoir une politique diplomatique crédible si vous n'avez pas, par ailleurs, une défense qui vous permet, le cas échéant, de mettre en œuvre vos valeurs à la demande d'une personne qui veut les appliquer et qui est attaquée, ou tout simplement de défendre nos propres citoyens face notamment aux nouvelles attaques qui sont celles émanant des milieux terroristes.
Donc l'Europe existe, l'Europe a besoin de se renouveler. L'Europe nouvelle, elle a besoin de prendre conscience d'elle-même et elle a besoin d'adapter ses institutions pour cela. Elle a besoin de s'agrandir. Pas forcément en disant on va agrandir l'Union européenne. Vous avez des accords qui peuvent ne pas être des accords politiques, mais vous avez besoin d'un accord économique. Si vous voulez peser près d'1 milliard d'habitants, comme je vous disais, vous avez besoin de l'Union européenne et ses 450 millions d'habitants, mais vous avez besoin de la Russie sur le plan économique, qui doit passer un accord économique avec le pays, et ça, ce sont des choses qui peuvent parfaitement se faire et qui nous permettraient par ailleurs de régler sans doute un certain nombre de problèmes. Et je pense que vous avez également toute une politique à mener sur le pourtour méditerranéen. Je pense qu'il est important d'avoir un contrat euro-méditerranéen qui nous permet effectivement, avec l'ensemble des pays de la Méditerranée, de peser, d'avoir ce marché, cette sorte de marché intérieur en quelque sorte, qui nous permet de peser sur le plan économique. C'est là un élément important. Deuxième élément important, il faut une vraie adhésion à l'Europe. Et pour ça, il faut que les citoyens suivent ce qui se passe en Europe. Or, aujourd'hui, tiens, je pose une question. Qui peut me donner le nom de son député européen? Eh ben voilà. Très bien. Voilà, ça fait combien 50e à peu près de la France. Je pense que là, il y a un véritable problème. Alors, il y a un problème qui, à mon avis, tient au mode de scrutin. Moi, je trouve que la démocratie, c'est quand vous connaissez le nom de celui que vous avez élu et quand vous êtes capable d'aller l'engueuler le dimanche, quand vous le rencontrez à la sortie du bar, de la messe ou du match de foot, peu importe. Mais c'est ça, la démocratie. C'est de savoir qui est responsable de quoi et vous-même de pouvoir vous exprimer. Et ça, c'est un grand problème, parce que l'Europe est effectivement élue au système proportionnel. Et en plus, dans de grandes circonscriptions. Je disais tout à l'heure, ma circonscription compte 8 millions d'électeurs. Elle va du nord de Bordeaux jusqu'au sud de Perpignan, en englobant l'Aveyron, enfin je ne vais pas citer tous les départements concernés. Comment voulez-vous que les gens connaissent, même si on fait un effort nécessaire? De la même façon, souvent les débats au sein du Parlement européen sont un peu, allez, je dis le mot, un peu abscons dans l'hémicycle. On se demande qu'est-ce qu'on fait là. Et il faut que l'Europe devienne quelque chose de beaucoup plus près et qui donne une direction. Je pense que les gens aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est, avec tous les défis que j'ai évoqués tout à l'heure, les citoyens ont besoin d'avoir des gens qui leur disent voilà quelle est la réalité, sans langue de bois, et qui leur disent aussi voilà où on va aller, et on ne peut pas y aller seul, on doit y aller avec vous. Et je pense que l'Europe, c'est ça qu'il faut créer. Alors tous les pays ne sont peut-être pas au niveau où ils peuvent avancer d'un même pas, mais on peut s'organiser d'une telle façon. Mais ce qu'il faut probablement et avant tout, et je vais terminer là-dessus, je ne sais pas si j'ai dépassé ou pas l'horaire, mais ça n'a pas d'importance, eh bien, ce qu'il faut, c'est d'abord la volonté politique. On n'avance que s'il y a une volonté politique qui s'exprime, et au niveau de l'Europe, c'est beaucoup la volonté de la France et de l'Allemagne. C'est la France et l'Allemagne qui ont été à l'origine de la création de l'Europe. C'est quand la France et l'Allemagne se sont bien entendus que l'Europe a le plus avancé. Et c'est vrai que chaque fois que d'un côté ou de l'autre, il y a un manque d'expression de la volonté politique du pays, on se trouve dans une situation de grande incertitude. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec le problème des migrations. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec le problème de la stagnation économique, parce que c'est vrai que la croissance en Europe est faible par rapport aux autres grands ensembles que j'évoquais tout à l'heure. C'est vrai qu'aujourd'hui, en Europe, il n'y a pas pour les citoyens la visibilité nécessaire. Donc, ce qu'il faut, c'est redonner de l'envie aux citoyens de suivre, de participer à ce qui va se passer dans l'Europe. C'est parfois de donner aussi aux politiques l'envie de faire de la politique et d'assumer leurs responsabilités. Merci.
Alors, merci beaucoup, Madame la Ministre, d'être parmi nous à HEC ce soir. Merci pour cette longue introduction. Vous avez en effet, vous avez en effet anticipé sur bon nombre de nos questions. Donc, merci au public d'être présent. Je salue notamment la présence de Monsieur Moreau, le secrétaire général d'HEC. Donc, cette conférence va se dérouler en 3 temps. On va vous interroger sur votre parcours, sur vos plus de 10 ans passés au cœur de l'État, pour reprendre le titre d'un de vos ouvrages. On abordera ensuite des questions de politique nationale. On avait l'intention de revenir d'ailleurs sur votre mouvement Nouvelle-France, mais je pense que vous avez suffisamment développé là-dessus. Et nous terminerons sur les enjeux européens et internationaux, avec notamment les enjeux au Proche-Orient et avec la guerre donc, en Syrie notamment. Donc une première question très légère sur votre parcours politique. Quel sentiment aujourd'hui, quel est votre sentiment d'avoir été la première femme à la tête d'un parti, donc le RPR, et d'avoir été au cœur des ministères régaliens sans interruption pendant plus de 10 ans? Comment avez-vous vécu ces années au cœur de l'État? Je dirais qu'en ce qui concerne le RPR, ça me fait encore très plaisir et ça me donne envie de continuer à donner des leçons comme ça. Parce que comment est-ce que je suis arrivée au RPR, à la tête du RPR? J'étais députée depuis quelques années, j'avais été 2 fois membre du gouvernement et franchement, je trouvais que la politique n'était pas très intéressante. Et j'envisageais très sérieusement de quitter la politique pour revenir à ce que j'aimais, c'est-à-dire l'université, parce que je suis d'abord prof d'université, éventuellement l'écriture, et puis un peu le secteur privé, puisque, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, effectivement, j'ai dirigé pendant quelques années une des très grandes banques européennes d'avant-guerre dans ces développements de la fin du XXe siècle. Et puis un jour, quelqu'un m'a téléphoné en me disant « Mais pourquoi tu ne te présenterais pas ?» Je dois dire que ça ne m'était jamais passé par l'idée. Je voyais tous ces messieurs, il n'y avait que des hommes déjà, qui se bagarraient entre eux pour avoir le pouvoir, et je ne voyais pas très bien. Et puis il y en a un qui m'a énervée. Quand l'idée a été émise comme ça, et qui a dit « Oh, vous n'y pensez pas, ça ferait rire tout le monde qu'elle puisse... » Non, on ne parlait même pas d'ailleurs, c'était comme secrétaire générale, pas comme présidente. Quelqu'un avait dit, mais on pourrait peut-être envisager une femme comme secrétaire générale du RPR. Et la personne intéressée, qui était un de mes collègues ministres, avait répondu, vous n'y pensez pas, ça fera rire tout le monde. J'ai dit, bon, ça va les faire rire que je sois secrétaire générale, et puis je vais me faire élire comme président. Et j'ai déclaré ma candidature au dernier moment, enfin je crois que ça a été 8 jours avant la date limite, et puis je leur ai montré ce que c'était qu'une campagne. J'ai fait toute la France en voiture, en sillonnant, en ne faisant pas comme eux qui allaient dans les grandes métropoles régionales accueillis par les parlementaires et autres. Moi, j'allais dans les villages et rencontrer directement les militants. Et puis, le soir du premier tour, il s'est trouvé que j'étais seconde et que j'ai rassemblé sur mon nom tout le monde au deuxième tour et que j'ai été élue avec 65% des voix comme présidente du RPR. Et ça, c'était ce qui m'a amusée. La campagne m'a beaucoup amusée. Les campagnes électorales m'amusent beaucoup parce que c'est le moment où on est direct, il n'y a pas de journaliste, on est dans leur relation directe avec l'électeur et ça, c'est super sympa. Ensuite, ça n'a pas été évident parce qu'ils n'ont pas aimé que je leur ai piqué la place et donc ils ont fait le maximum pour m'empoisonner pendant 2 ans et demi, pour dénigrer, pour monter des coups. Mais il n'empêche que pendant les 2 ans et demi, oui, presque 3 ans où j'ai été présidente du RPR, nous avons gagné toutes les élections. Ça avait commencé par un référendum, il y a eu des cantonales, il y a eu des sénatoriales, il y a eu des législatives, la présidentielle de 2002 que j'ai gagnée et les législatives derrière. C'est la seule fois où c'est arrivé au RPR.
Et donc, j'en garde à la fois le bon côté, qui était ça, ce contact direct avec les militants, avec les Français, et puis les côtés moins sympathiques. Mais ça, quand vous assumez des responsabilités, c'est ça. Quant au ministère, moi, ça a été une grande chance. J'ai eu finalement énormément de chance et de bonheur d'être dans des ministères fantastiques. Alors, le premier, ça a été l'enseignement, effectivement, tout au début. Là, j'étais secrétaire d'État, j'ai eu quelques problèmes avec mon ministre, parce que je considérais que je connaissais mieux la question que lui, que je considère, c'était pas grave. Malheureusement, un jour, je ne savais pas ce que c'était que le on et le off en presse, et donc je suis allée le dire à des journalistes. Ça a refroidi un peu nos relations pendant un certain temps, mais en même temps, c'était plutôt sympa. Ensuite, j'ai été, comme vous l'avez dit, à Jeunesse et Sport, et là, ça a été fantastique, parce que bon, c'est des milieux de gens qui sont tout à fait intéressants, et qu'en même temps, on essaie de faire beaucoup de choses d'ores et déjà dans les banlieues, parce que ça commençait à chauffer un peu et que je pense que le sport et les sportifs ont à faire avec. Et puis ensuite, ça a été les 4 ministères régaliens, et avec notamment le ministère de la Défense, qui pour moi ont été plus de 5 ans absolument formidables, parce que c'est un ministère à la fois humainement et techniquement formidable, où effectivement on peut voler en Concorde, piloter un char, faire du sous-marin ou sauter en parachute. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de partir avec les forces spéciales, d'aller passer tous les 6 mois, 3 jours avec eux, au fin fond de l'Afghanistan, sur la frontière pakistanaise, et parce que là, c'est une relation humaine extrêmement particulière. Et puis parce que ce sont des gens qui sont prêts à donner leur vie pour leur pays. Et là, vous retrouvez le sens de la politique. Moi, je dis toujours, c'est eux qui m'ont redonné cette envie d'agir pour mon pays, d'agir pour les Français, alors même qu'on leur interdit de faire de la politique. Ils portent en eux un certain nombre, cette envie de faire, cette envie d'agir pour les autres, pour l'opinion publique. Et ça, je pense que ça devrait toujours être ça, le sens de la politique. Agir pour les autres, non pas se regarder le nombril ou penser à sa carrière, mais se dire... on va faire des choses formidables, on défend la liberté de gens à des milliers de kilomètres de chez soi, on renonce à passer Noël ou premier de l'an en famille, on risque tous les jours de sauter sur une mine ou de se faire tirer dessus, que ce soit en Afghanistan, au Mali ou autre, mais on le fait parce qu'on a cette envie de travailler pour le pays, de faire en sorte que les gens autour de nous, y compris des gens qu'on ne connaît pas, soient plus heureux, puissent eux-mêmes vivre. Il y a une forme d'altruisme extrêmement importante. Et là, on sent vraiment qu'on est au cœur, finalement, de la politique quand on fait ça. Maintenant que nous avons couvert, il me semble, votre parcours ministériel, oui, c'est pas... mais parlons un peu aussi de votre parcours politique. Vous êtes, parce que ministère, c'est pas politique. Votre parcours politique dans la vie politique française, non pas administrative. Mais enfin bon. Non mais attendez, un ministre, c'est de la vie politique française, c'est pas de l'administratif. Si un ministre est administratif, il a qu'à être administratif, il ne faut pas qu'il fasse de la politique. Bon, ceci dit, c'est vrai, je vous ai dit aussi tout à l'heure que parfois, ils avaient tendance à n'être que les porte-paroles de leur directeur des services. Oui. Mais quant à votre affiliation, il me semble que vous êtes presque depuis toujours revendiqué de droite, RPR, UMP, puis Parti populaire européen. Qu'est-ce que, pour vous, être de droite? Qu'est-ce que la droite aujourd'hui? Qu'est-ce que ça signifie? Allez, j'ai rien contre vous, mais je suis quand même obligée de vous contredire un tout petit peu. Je me suis toujours revendiquée comme gaulliste. Et le gaullisme... Si vous lisez bien, vous faites un peu d'histoire de temps en temps dans les cours, non? Enfin, je sais pas. Mais le gaullisme, c'est être ni de droite ni de gauche. Hein. C'est d'abord, non pas comme Macron, je ne le mettrai pas tout à fait dans les gaullistes. Hein, même bon, il peut essayer de se grandir, mais je crois qu'il a encore beaucoup de travail à faire. Ce qui est important, c'est de regarder où est l'intérêt général. Alors ensuite, d'autres mettent des qualificatifs de droite ou de gauche. Mais expliquez-moi ce que c'est que la participation. La participation, c'est de droite ou c'est de gauche? Le fait de dire, dans une entreprise, le salarié participe à la création de richesse et à la vie de l'entreprise comme le patron, c'est de droite ou c'est de gauche? Moi, je ne sais pas. L'autorité, c'est de droite ou c'est de gauche? C'est droite ou c'est gauche de se faire agresser dans la rue? C'est droite ou c'est gauche d'essayer de l'empêcher? Moi, je n'en sais rien.
Et finalement, c'est ça le gaullisme. Je dirais que le gaullisme, c'est une sorte de grille de lecture pour voir les problèmes de la France en fonction du contexte géostratégique, un peu comme je l'ai donné, avec l'idée qu'on doit travailler pour essayer d'améliorer la situation de chaque Français. Et améliorer la situation de chaque Français, c'est pas lui donner 800 € supplémentaires, c'est ça le chiffre qui a été annoncé sur une année, c'est de lui permettre de développer au maximum ses capacités, de le mener le plus haut possible, qu'il soit à la fois le plus libre possible, le plus créatif possible, en fonction de ses capacités et en fonction de ses goûts. C'est ça, faire de la politique, finalement. Faire de la politique, c'est pas intéressant d'avoir un titre. Vous me direz que c'est facile pour moi, je les ai pratiquement tous eus. Mais faire de la politique, c'est agir. De la même façon, vous allez probablement choisir l'entreprise. Vous allez choisir l'entreprise, pas pour être chef d'entreprise, pas pour être directeur de la production. Vous allez le faire, pour essayer d'apporter quelque chose, de créer quelque chose. La politique, ça doit être la même chose. Sinon, ça ne présente aucun intérêt. Mais par rapport au clivage, aujourd'hui, on voit très bien, notamment avec Emmanuel Macron, qui a créé son mouvement En Marche, qui se dit ni de droite ni de gauche. On peut penser également à Nathalie Kosciusko-Morizet, qui, elle également, se dit ni de droite ni de gauche. Est-ce que vous pensez est-ce la fin des clivages droite-gauche ? Est-ce que ce clivage actuel droite-gauche ne se substituerait pas petit à petit à d'autres types de dichotomies, si je puis dire, entre conservateurs progressistes ou fédéralistes nationaux au niveau européen ? Est-ce que ce clivage droite-gauche est toujours pertinent aujourd'hui ? Tant que vous aurez des journalistes et des sondeurs, vous aurez le clivage droite-gauche. Quand vous faites de la politique, le fait d'être maire, c'est quelque chose qui est très bien. Quand vous êtes maire, vous faites des choses pour les gens de chez vous. Alors, bon, sur Paris, vous avez des élections droite-gauche. Une fois que, souvent c'est comme ça, parce que pour les raisons que je disais, pour la presse et autres, une fois que vous êtes là, vous faites le travail. Et ensuite, ce sont des observateurs extérieurs qui disent c'est de la droite ou c'est de la gauche. Mais souvent, c'est quelque chose de différent. Alors, il y a des choix, c'est vrai, qui peuvent être majoritairement différents. C'est-à-dire que la gauche a plutôt un système qui est plus d'intervention de l'État. Il y a un certain nombre de vieux restes. Ceci dit, moi, comme gaulliste, ce que je pense, c'est qu'il faut rendre, dans le domaine économique, il faut rendre aux entreprises ce qui leur reviennent, c'est-à-dire leur permettre le plus librement possible de créer, avec le moins de contraintes possibles, parce qu'elles sont face à la concurrence, mais il faut rendre à l'État ce qui revient à l'État, c'est-à-dire l'impulsion à donner, la stratégie à définir pour l'économie du pays. Dire ce que sont les grands choix qui doivent être faits, comme à un moment donné, on a fait le choix du TGV, on a fait le choix du spatial, on a fait le choix du nucléaire. Bon, alors, quand je vous dis ça, je suis de droite ou je suis de gauche ? Je vous pose la question. Bon, c'est un peu la même chose. Alors, n'être ni de droite ni de gauche, ça peut vouloir dire, finalement, j'ai aucune conviction. Je crains que ce soit le cas pour certains. Je ne citerai pas de nom. Mais je pense qu'être gaulliste, c'est avoir des convictions qui dépassent justement ces clivages et qui permettent de regrouper sur un programme des gens qui ont envie de faire cela. C'est différent du fait on récupère une personne qui vient de gauche pour la mettre dans un gouvernement parce que ça fait bien de l'avoir. Il est dans quelque sorte capturé. Ou de la même façon, de prendre quelqu'un de droite pour mettre dans un gouvernement de gauche, vous avez les deux qui se font. Mais ça n'a pas de sens. Le véritable sens, c'est celui du programme que l'on donne. Et à ce moment-là, la qualification, honnêtement, elle est différente. Alors bon, c'est vrai que d'une façon générale, à gauche, on a plutôt tendance à jouer un rôle de l'État qui n'est pas simplement dans le domaine économique, mais qui est un peu dans tous les domaines. On a tendance à vouloir davantage réglementer la vie de chacun. Il y a peut-être plus de liberté de la part de la droite. On a peut-être plus de sensibilité à l'aide sociale à gauche qu'on ne l'a à droite. Ceci dit, je vous parlais tout à l'heure de la participation gaulliste, c'est quand même donner aux salariés non seulement
la participation aux bénéfices, mais également à la direction. La vraie participation, c'est également la participation aux décisions prises dans l'entreprise. C'est de droite ou c'est de gauche? Et vous pouvez prendre un certain nombre de domaines de ce type. Donc, c'est là où je dis, il y a effectivement, il peut y avoir des différences entre la droite et la gauche. Je pense que le gaullisme se situe toujours au-dessus. Alors, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Nous allons maintenant aborder des thèmes beaucoup plus spécifiques du quinquennat de François Hollande, du président de la République. Suite aux attentats du 13 novembre dernier, on peut penser également aux attentats de Bruxelles récemment, le président de la République, mais aussi le Premier ministre Manuel Valls ont déclaré « Nous sommes en guerre contre le terrorisme ». Or, aujourd'hui, on perçoit une baisse des moyens consacrés à la défense, de manière généralisée en Europe, mis à part les États-Unis. À titre d'exemple, les États-Unis consacrent plus de 3% de leur PIB à la défense, la Russie plus de 4%, en France 1,6%. Donc ma question est la suivante. Dans ce contexte de baisse généralisée des dépenses au niveau mondial, au niveau de l'Europe, avons-nous véritablement les moyens d'une économie de guerre? Alors, d'abord, je pense qu'il faut faire très attention à ne pas utiliser les mots les uns pour les autres. Nous ne sommes pas en guerre. Je suis désolée, être en guerre, ça a une signification et ça suit une procédure. Ce n'est pas le cas. Alors, on est dans une situation où on lutte contre le terrorisme, où on se défend contre le terrorisme. Vous n'avez pas eu la procédure avec l'accord de l'Assemblée nationale consistant à cela. Et je pense d'ailleurs qu'il faut y faire attention, parce qu'en utilisant ce vocabulaire, en même temps, on utilise le vocabulaire qui était celui de Ben Laden et qui est celui des terroristes, qui, eux, veulent créer une guerre globale entre le monde occidental et le monde musulman. Donc attention à ce que l'on dit. Moi, je dis, on a trop tendance, sous l'influence notamment des agences de communication, à utiliser les mots les uns pour les autres. Et Valls est un grand spécialiste en la matière. Il utilise des mots qui vont faire tilt, c'est vrai, qui vont être repris par la presse, mais qui, quelquefois, vont finalement à côté de ce que l'on recherche. Et moi, je vous encouragerais plutôt à être très précis dans la recherche de votre vocabulaire. Je donne toujours un exemple, qui n'est même pas un mot, qui est une virgule. Vous vous souvenez de cette formule, je crois que c'était à Zincourt, où le roi de France a dit « Messieurs les Anglais, tirez les premiers ». Si vous dites « Messieurs les Anglais, dépêchez-vous, tirez les premiers », ce n'est pas du tout la même chose que si vous dites « Messieurs les Anglais, je vous en prie, tirez les premiers ». Une virgule, selon l'endroit où vous la mettez, change le cours de l'histoire. Alors, un mot, c'est parfois pire. Et j'aime autant vous dire que quand j'ai été ministre de la Défense ou ministre des Affaires étrangères, on regarde les mots. Parce qu'un mot, ça peut vous déclencher réellement, là, pour le coup, une guerre. C'est déjà arrivé dans l'histoire. Donc, faisons effectivement attention à ça. Maintenant, mettons de côté ce point de détail, si je puis dire. Le problème, c'est effectivement, est-ce qu'aujourd'hui, la défense est prise suffisamment au sérieux par les gouvernements? C'est vrai que quand, à la chute du mur de Berlin, on a dit, surtout à gauche, pour reprendre votre expression, on a dit effectivement qu'on allait toucher les dividendes de la paix. Et qu'à partir de ce moment-là, on pouvait baisser considérablement les crédits de défense. Si on avait écouté certains, d'ailleurs, on les aurait totalement supprimés. Sauf que cela est faux. C'est faux parce qu'il y a de vieux conflits qui existent toujours. Je pense à Israël, la Palestine. Ça fait 40 ans que ça dure et ça sert souvent de prétexte d'ailleurs à toutes les actions terroristes. Vous avez les nouveaux conflits qui se sont créés. Vous avez l'Ukraine, vous en avez d'autres auparavant. Vous avez tous les conflits qui se trouvent en Afrique et vous avez le terrorisme d'une façon générale, ce qui veut dire qu'il faut être à même de protéger ses citoyens. Le rôle d'un État, c'est ça. La France, grâce à ses dirigeants successifs, y compris Mitterrand d'ailleurs, a finalement conservé une certaine part. Et en Europe, c'est vrai qu'il y a la Grande-Bretagne, qui est légèrement au-dessus de nous, puis la France. L'Allemagne, à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, avait une attitude très particulière, puisqu'elle consistait à ne jamais vouloir aller à l'extérieur.
C'est, je crois, en 2006 que j'ai convaincu Angela Merkel de participer à des opérations, en 2004 en Afghanistan d'abord et 2006 au Congo. Mais l'idée était celle-là, et ça expliquait d'ailleurs la forme. Même aujourd'hui, d'ailleurs, les Allemands sont plutôt sur ce qu'on appelle les actions civilo-militaires, c'est-à-dire des actions en fin de guerre, où on reconstruit des hôpitaux, où on essaie de refaire un certain nombre de choses, plutôt que dans les opérations de guerre elles-mêmes. Or, je crois que l'on est dans un monde dangereux, et qu'à partir de ce moment-là, il faut se donner les moyens nécessaires. Au niveau des pays, comme au niveau de l'Europe, et je plaide souvent au Parlement européen en disant chacun a la responsabilité. Moi, je me souviens quand j'étais ministre de la Défense, il y a eu les affaires de Côte d'Ivoire en particulier, et comme de par hasard, un certain nombre de pays qui ne faisaient aucun effort en matière financière et qui critiquaient même la France de ne pas respecter les critères de Maastricht parce qu'elle faisait, elle, un effort important en matière de défense, m'ont téléphoné pour me demander d'aller sauver leurs ressortissants qui se trouvaient coincés entre deux tribus au fin fond de la Côte d'Ivoire. Et c'est vrai dans un certain nombre de cas. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est qu'il faut bien voir que l'industrie de l'armement est une industrie qui pèse dans notre économie et qui innerve l'ensemble du pays. Il y a pratiquement des industries d'armement ou des sous-traitants qui se trouvent dans chacun de nos départements. Que ce soit en matière d'aviation, que ce soit en matière terrestre ou autre, cela compte. Et en plus, cela compte, mais ça compte également pour tout. On ne fait pas, l'industrie de l'armement ne fait pas simplement des armes, elle fait énormément de recherches. Et souvent, ces recherches servent ensuite, justement, au secteur civil. La poêle Tefal est née très directement des recherches qui sont faites sur les avions de chasse. L'IRM, dans le domaine médical, vient du sonar des sous-marins. C'est la recherche militaire qui a amené à cela. Et vous pourriez en avoir des exemples multiples. Donc, renoncer à cela, ça veut dire qu'on laisse les États-Unis non seulement... Oui, je dépasse l'horaire. On laisse les États... Alors, attendez, pour pas que ça se voit, je vais vous montrer. Pour être discret, vous mettez la montre comme ça, à l'intérieur, et personne ne s'aperçoit que vous la regardez. Bon, alors, ceci dit, donc, ce que je vous disais, c'est que si nous renonçons à notre propre recherche en la matière, ce sont les États-Unis qui la font pour nous, ce qui veut dire que ce sont eux qui non seulement vendront, mais auront une influence politique dans les pays où ils vendent. Il est évident qu'un pays qui dépend des États-Unis pour ses avions, pour ses frégates ou autres, il a tendance à suivre les États-Unis dans les décisions à l'ONU ou voire même pour des gros contrats, et on l'a bien vu. C'est un élément important. Et par la suite, c'est eux qui bénéficieront pour leur création, pour leur économie civile, en quelque sorte, de ce qui aura été fait dans ce domaine. Donc, je pense effectivement que c'est un tort. Et moi, pour ma part, ce que j'essaie de faire au Parlement européen, y compris dans l'hémicycle, c'est de toujours rappeler qu'il est anormal que tous les pays ne fassent pas un minimum pour se défendre et pour la défense. Et j'ai même proposé une chose. J'ai été étonnée de ne pas me faire virer par certains pays. Moi, j'ai dit il faut qu'on se fixe nous-mêmes, et c'est ce que j'ai demandé dans le dernier rapport qui a été fait, qu'on se fixe nous-mêmes un objectif qui se situe entre 1,5 et 2 d'efforts pour tous les pays sur leur PIB, et où les pays vont l'utiliser eux-mêmes en se créant leur propre défense, ou bien ils vont simplement mettre cet argent au pot commun, et effectivement, c'est dans le cadre du pot commun qu'à ce moment-là, l'Europe progressera en matière de défense. Bon, alors maintenant, je vais aller très vite pour toutes les autres questions. Alors, merci beaucoup. On va enchaîner sur des sujets... on peut revenir sur le terrorisme. Des failles dans les services de renseignement ont été révélées. Vous avez vous-même été ministre de l'Intérieur et vous aviez contribué justement à la fusion des services de renseignement. On peut penser, on s'est rendu compte de certains allers-retours en Syrie de certaines personnes fichées pourtant, ou encore d'un manque de coordination entre les différents services de renseignement des pays européens. Donc selon vous, y a-t-il eu des failles dans les services de renseignement français ? Et si oui, comment peut-on aujourd'hui solutionner ces problèmes ? Le terrorisme étant à nos portes, on l'a encore vu récemment. Y a-t-il eu des failles ? Il y a eu des failles puisqu'il y a eu des attentats. Ceci dit, il faut savoir aussi qu'il est extrêmement difficile de prévoir un attentat.
Cela encore, c'était peut-être un peu plus facile dans la mesure où effectivement c'était des gens qui étaient fichés, d'autre part c'était des réseaux. Moi, ce que je redoute surtout, et je le dis depuis que je suis au ministère de la Défense, c'est le gars complètement isolé qui se fait endoctriner par Internet parce que vous avez des sites d'endoctrinement, qui d'autre part trouve sur un autre site comment on fabrique une bombe et qui va tout seul, alors que personne ne le connaît, exprimer sa frustration en collant sa petite bombe dans le métro. Donc ça, vous ne pourrez jamais totalement l'éliminer, c'est un risque qui existe. En ce qui concerne les réseaux, maintenant c'est autre chose. Effectivement, normalement, les gens sont suivis. Il faut bien voir aussi que nous n'avons pas forcément tous les éléments nécessaires, et notamment ce qu'on a appelé le PNR, que nous avons voté la dernière fois, c'est-à-dire le contrôle des passagers aériens, où simplement on recueille les renseignements que demandent toutes les compagnies aériennes, savoir d'où vient la personne qui prend un Londres-Paris, par exemple, et notamment si elle vient de Damas ou si elle est passée au Caire, etc. Et cela permet de faire des regroupements avec les gens qui sont déjà signalés. Alors qu'il y ait des améliorations possible, c'est certain, pour que les gens soient plus suivis et que les renseignements soient mieux transmis d'un pays à l'autre. Ceci dit, moi je veux quand même dire, il y a deux choses qui sont très difficiles. Vous avez malgré tout des milliers de gens qui sont suivis. Donc, si vous voulez les suivre pendant 20 ans, parce que certains d'entre eux étaient restés quasiment sans rien faire pendant plusieurs années, cela demande énormément de travail. Deuxièmement, et surtout, c'est peut-être ça. Moi, ce que m'ont appris les services, je suis allée les voir à plusieurs reprises, c'est que tous les renseignements existent. D'ailleurs, vous venez de le dire, ceux-là étaient fichés, ils étaient dans les listes. Mais vous avez tellement de renseignements qui arrivent tous les jours que le véritable problème, c'est de savoir quel va être le renseignement utile. Le problème, ce n'est pas d'avoir le renseignement. Le problème, c'est d'avoir la grille de lecture du renseignement pour savoir quel est celui qui va être utile. Vous savez, les Américains, en 2001, ils avaient des renseignements. Mais ces renseignements étaient noyés au milieu de centaines. Si vous allez boulevard Mortier, si vous voulez, vous avez des séries de salles aussi grandes que celle-ci qui sont remplies d'ordinateurs. Et ces ordinateurs tournent en permanence sur des renseignements qui arrivent de partout. Le problème n'est pas d'avoir le renseignement. Le problème, c'est de savoir, parmi ces centaines de milliers de renseignements, quel est celui qui est précisément utile. Et je crois que c'est là-dessus que travaillent les services. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il était aussi important de regrouper les services, de façon à déjà essayer au moins de faire un croisement à ce niveau-là. Le problème aussi, il n'est pas que dans les renseignements, c'est peut-être aussi une possibilité serait d'empêcher la radicalisation d'individus à haut risque. Ça concerne déjà, d'après quelques personnes connues par l'État, ça concerne près de 1600 jeunes, du moins ce qui sont connus, près de 2000 si on compte la population carcérale. Oui, je pense même beaucoup plus si vous comptez la population carcérale. Si vous voulez, il est évident que la lutte contre le terrorisme, c'est une lutte armée, mais ça ne peut pas être qu'une lutte armée. C'est une lutte des services de renseignement, mais ça ne peut pas être qu'une lutte des services de renseignement. Il faut aussi essayer d'agir à la source. Donc, à la source, il y a la solution de certains conflits. Car il est évident que... moi, ce qui m'a beaucoup frappé, justement, aussi bien à la défense qu'à l'intérieur, c'est de voir que les réseaux terroristes, finalement, nous connaissaient très bien et utilisaient peut-être mieux que nous toutes les nouvelles technologies de la communication. Moi, j'ai toujours été extrêmement frappée par ça. J'ai eu à sortir des gens qui étaient pris en otage. J'avais toujours l'impression que les terroristes avaient finalement une longueur d'avance sur nous à chaque fois. Donc ça, c'est effectivement une réalité. Il faut aller les chercher. Mais en dehors de ça, il faut aussi agir sur ces conflits qu'il faut solutionner. Il faut agir sur le sentiment qui est utilisé par eux du deux poids, deux mesures. Et finalement, ils utilisent la frustration des gens, que ce soit dans différents pays ou que ce soit dans notre pays. Daesh, par exemple, c'est en grande partie l'armée de Saddam Hussein.
Il faut le savoir, s'ils ont eu des victoires militaires, c'est d'abord ça. C'est parce que l'invasion de l'Irak par les États-Unis s'est traduite, et ça a été probablement la faute, par la disparition, enfin la volonté de faire disparaître l'ensemble de l'administration de Saddam Hussein et l'armée. Et on a dit aux soldats, vous n'êtes plus des militaires de l'armée, vous rentrez chez vous. Et en plus, on leur a dit en leur laissant leurs armes. Le résultat, c'est que l'essentiel, vous les retrouvez dans Daesh. Et c'est pour ça que Daesh a cette structure. Et de la même façon, si Daesh se présente comme un État, c'est aussi parce qu'ils ont récupéré. Il n'y a pas que des Irakiens, mais ils ont récupéré aussi des gens qui savaient ce que c'était qu'un État. C'est pas comme on le pense toujours, des gars de bas niveau et qui vont se battre. Non, derrière, il y a une structure. Donc, il faut aussi réfléchir un peu, anticiper un peu et savoir agir dans un certain nombre de pays pour les développer et faire attention, quand on mène une action militaire, à ne pas la mener comme ça a été fait dans un certain nombre de cas, ce qui a entraîné effectivement ce qui existe aujourd'hui. Chez nous, ce qui est important aussi, c'est de voir comment ça se fait. Alors, quand j'étais, alors là, comme ministre de la Justice, j'ai créé au niveau européen un guide pour essayer de déterminer, notamment en prison, comment se fait la radicalisation et pour essayer, d'une part, de l'empêcher, mais d'autre part, de mettre en place des centres de déradicalisation. Mais ceci, nous ne pouvons en particulier le faire. Il ne faut pas que ce soit fait de l'extérieur. Sinon, vous rentrez dans cette démarche, l'Occident contre le monde musulman. Et donc, ce que j'essaie aussi de faire, puisqu'aujourd'hui, je préside la délégation pour les relations entre l'Union européenne et les pays du Golfe, c'est d'amener les pays du Golfe, qui eux-mêmes sont parfois victimes de terrorisme, à eux-mêmes jouer un rôle essentiel en matière de déradicalisation. Parce qu'il vaut mieux que ce soit quelqu'un, effectivement, de la même religion qui explique à des gens que la version qu'on leur donne du Coran est une version complètement erronée. Et qu'elle va au contraire à l'inverse de cela. Donc il y a cette action qui est menée d'ailleurs en Arabie Saoudite comme dans les Émirats Arabes Unis, où ils ont créé un centre pour ça. Et d'autre part, nous devons faire la même chose. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé des aumôniers musulmans au ministère de la Défense pour l'armée, comme il y avait des aumôniers catholiques, des aumôniers protestants, etc. C'est moi qui l'ai fait. Et je pense qu'il faut faire la même chose également en prison, parce qu'il y a trois lieux. Il y a effectivement la prison d'abord, les universités aussi, parce qu'il y a également de la radicalisation dans les universités, et puis Internet. Alors justement, vous disiez, vous avez été ministre donc, de la Justice. Changeons de sujet si vous le voulez bien. Madame Taubira, en tant que garde des Sceaux, avant sa démission, avait créé la contrainte pénale. Donc un nouveau type de sanctions consistant à la réintégration sociale des auteurs d'infractions, un suivi approfondi donc, de certains délinquants se substituant à la prison. Ça a pu être perçu comme étant une mesure de laxisme en réalité pour les délinquants, pour les sociétés, en absence d'ordre, et notamment une vraie différence idéologique entre le ministère de l'Intérieur, c'était Manuel Valls à l'époque, et le laxisme ambiant de Madame Taubira. Que pensez-vous de cette nouvelle contrainte pénale ? Est-ce un bon signal, selon vous, pour la justice et pour les délinquants aujourd'hui ? Moi, j'ai été ministre de l'Intérieur, puis ministre de la Justice. Je crois que je suis la seule à avoir fait ça, et d'ailleurs avec l'accord de tout le monde, parce que j'ai toujours, comme ministre de l'Intérieur, respecté la justice. Et inversement, moi, je pense qu'il faut que la justice puisse aussi suivre ce qui est fait par la police, parce que sinon, si vous arrêtez des délinquants et qu'ensuite ils soient immédiatement remis à l'extérieur, le résultat, c'est que à quoi sert d'avoir effectivement une telle action ? Et donc le véritable problème, si on veut diminuer, parce que c'est complètement idiot de dire qu'on va éradiquer systématiquement toute la délinquance du pays, mais si on veut la faire diminuer, je pense qu'il faut que la prison soit un des éléments aussi qui fasse en sorte que certaines personnes, le plus grand nombre possible, puissent être réinsérées. La contrainte pénale, de ce point de vue, je dirais, était une ânerie.
Une ânerie, pourquoi? D'abord parce qu'elle s'appliquait à des gens qui étaient souvent des multirécidivistes. Je vous rappelle que c'était ceux, ça pouvait aller jusqu'à 3 ans, si je ne me trompe, une condamnation de 3 ans. Pour avoir une condamnation de 3 ans en France aujourd'hui, j'aime autant vous dire qu'il faut en avoir fait beaucoup. Et il faut être multirécidiviste sur des choses. 3 ans, si on regarde la moyenne de ce qui se passe, c'est souvent du vol à main armée réitéré un certain nombre de fois. Donc, ce sont des gens qui, a priori, au départ, ont quand même des gros problèmes quand ils arrivent à ce niveau-là. Et simplement dire la contrainte pénale, parce qu'on va faire du suivi, c'est bien gentil, avec des sociologues ou autres, je pense que c'est autre chose. Ce sont souvent des gens, d'ailleurs, quand vous visitez les prisons, vous vous en rendez compte, qui ont des problèmes personnels très importants. Il faut bien voir que 80% de ceux qui sont en prison sont des gens qui ont des problèmes de toxicomanie. Qui ont des problèmes physiques. On l'ignore aussi beaucoup, mais en prison, il y a aussi beaucoup de gens qui ont des problèmes physiques, qui ont finalement une image d'eux-mêmes qui est une image très négative. Et moi, ce que je pense, c'est que la prison, c'est une façon, effectivement, de protéger la société, on le voit aussi. C'est une façon aussi de prévenir. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il faut que la décision de justice intervienne plus rapidement après les faits, parce que notamment quand c'est des très jeunes qui n'ont pas exactement la même notion du temps que nous, vous pensez bien que quand il y a une action qui est faite et que la décision de justice intervient 3 ans ou 4 ans après, entre-temps, d'abord ils ont été récidivistes, et il n'y a plus de lien qui est fait psychologiquement par eux entre la faute et d'autre part la sanction. Mais au-delà de ça, il est évident qu'il faut profiter du temps de la prison pour permettre aux gens de s'en sortir. Alors, de se sortir de la toxicomanie, c'est d'ailleurs un problème, parce que nous avons des problèmes de toxicomanie en prison, de s'en sortir sur le plan physique, ils ont souvent besoin d'être remis en place, d'être remis en forme, de s'en sortir sur le plan de l'école, ce sont souvent des jeunes qui ont eu beaucoup de problèmes scolaires, donc on peut aussi profiter de ce temps de prison. Et moi, j'ai toujours dit, et c'est ce que j'avais demandé, c'est qu'il faut en profiter pour leur faire faire du sport et du travail. Or, le problème, c'est vrai dans nos prisons aujourd'hui, la justice a très peu de moyens depuis très longtemps. On a donné des moyens au ministère de l'Intérieur, on ne les a pas donnés au ministère de la Justice, qui fait qu'il y a une distinction entre les deux. Et le véritable problème, c'est qu'ils passent finalement 23 heures sur 24 dans leur cellule et à regarder la télévision pendant 14 ou 15 heures. Et à partir de ce moment-là, la prison, c'est vrai, n'est plus cet instrument qui doit permettre d'essayer d'en sortir le maximum. Donc moi, j'ai commencé à travailler là-dessus. Madame Taubira est arrivée. Elle a déclaré, alors pour des raisons idéologiques, moi je la connais bien, on a eu l'occasion de beaucoup se voir quand j'étais ministre de la Justice, voire même de travailler ensemble, puisqu'elle était parlementaire, mais elle considère, alors pour des raisons aussi familiales et personnelles, je le sais, mais elle considère que la prison, que c'est le lieu d'où finalement les gens s'enfoncent dans la délinquance. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, compte tenu du fait qu'on ne fait pas dans la prison ce qu'on doit y faire, il y a beaucoup de gens qui sortent et qui deviennent de nouveau délinquants parce qu'on n'a pas fait en sorte qu'à la sortie, ils puissent effectivement revenir dans une vie normale. Je vous avais dit que je répondrais rapidement. Bon. Alors, merci bien. Il faut quand même que je regarde. Oui. Une dernière question sur la politique, on va dire européenne en général. Le 13 avril dernier a été adoptée par les députés européens la directive européenne sur le secret des affaires. Visant à protéger les entreprises contre l'espionnage économique et industriel. Donc cette directive a connu beaucoup de détracteurs, notamment pour l'absence de protection des lanceurs d'alerte. Et on le voit, c'est tout à fait d'actualité avec les Panama Papers, avec le scandale LuxLeaks récemment. Donc cette directive ne s'appliquerait pas si la divulgation du secret des affaires sert l'intérêt public. Donc selon vous, qu'est-ce que vous pensez de cette directive ? Est-ce qu'elle fait suffisamment, est-ce qu'elle permet véritablement cet équilibre entre d'un côté le secret des affaires qui est nécessaire et de l'autre la protection des lanceurs d'alerte qui, au regard de l'actualité, ne doit pas être négligée ? Oui, il y a eu 2 textes au départ. Il y avait le texte sur la protection du secret et un texte préparé par une autre commission qui est sur la protection des lanceurs d'alerte.
Et je pense que le texte sur lequel on est arrivé est quand même un texte équilibré. On ne peut pas se permettre, effectivement, que les secrets de n'importe quelle entreprise soient sur la place publique. Et surtout, là aussi, nous le faisons entre Européens, mais on voit bien que vous avez un certain nombre d'entreprises, y compris d'entreprises américaines, dont le but est justement aussi de savoir ce qui se passe dans nos propres entreprises, voire de les racheter. J'aime plus, par exemple, a quand même été racheté par quelqu'un qui vient de la CIA. J'aime plus, c'est les plus que l'on trouve partout. Donc, ce qui permet aussi de faire un espionnage général. Donc, les entreprises ont aussi besoin d'avoir un minimum de secrets qui soient réellement protégés. Alors, les lanceurs d'alerte, c'est vrai, doivent être également protégés, surtout protégés d'ailleurs, comme vous l'avez rappelé, quand ils agissent dans l'intérêt public, puisque vous pouvez en avoir aussi certains qui le font dans un intérêt privé, et notamment pour soit directement récupérer de l'argent. Il y a un certain nombre de gens qui ont essayé de vendre des informations qu'ils avaient, soit dans d'autres cas parce qu'eux-mêmes peuvent être soutenus par des entreprises concurrentes. Moi, je pense vraiment, on en a beaucoup discuté, hein, c'est vrai, on en a discuté dans les groupes, on en a discuté en commission. Je pense que le texte que nous avons pris est un texte équilibré, qui permet à la fois les deux, à la fois de protéger le secret, mais également que les lanceurs d'alerte soient protégés quand il y a des choses à dire. Alors, une dernière question sur l'Europe et sur votre conception de l'Union européenne. Êtes-vous pour une Europe fédérale ou pour une Europe des nations ? Vous avez mentionné tout à l'heure la nécessité pour l'Europe de devenir une puissance politique. Actuellement, on n'est qu'à un stade économique. Donc, quelles sont, selon vous, les réformes qui doivent aller en ce sens ? Et cet équilibre à trouver justement pour les puissances qui craignent en réalité de perdre une partie de leur souveraineté. Comment parvenir à cette nouvelle Europe politique ? Le tout en 2 minutes 50. D'accord. Ok. Bon. Je ne suis pas pour l'Europe fédérale. Je pense que c'est quelque chose de totalement illusoire. Nos pays ont leur histoire. Au fur et à mesure, on peut se rapprocher sur un certain nombre de choses. On ne peut pas. Nous n'avons pas la même histoire que les États-Unis. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, les pays fédéraux actuellement ont de plus en plus de tensions. Il y a une période pour le fédéralisme, comme toujours, l'histoire, c'est un grand balancier. Hein. Vous avez une période pour le fédéralisme, et ensuite, vous avez, que ce soit au Canada, que ce soit en Inde, que ce soit dans un certain nombre de cas, des problèmes effectivement intérieurs. Donc, je ne crois pas aujourd'hui à l'Europe fédérale. Je ne vois pas les gens prêts à renoncer effectivement à ce qui fait leur spécificité. Donc, effectivement, à partir de ce moment-là, je suis plutôt pour l'Europe des nations, si on peut dire. Mais dans le même temps, il y a ce que je vous disais tout à l'heure. C'est peut-être pour ça que je suis gaulliste. Hein. C'est-à-dire, ce que je vous disais tout à l'heure, il est évident que, soyons pragmatiques, nous voyons que nous avons besoin de nous défendre par rapport à de la concurrence extérieure de grands ensembles. Nous devons nous-mêmes, sur le plan économique, constituer un grand ensemble. Un grand ensemble en ayant de la recherche en commun, en ayant des entreprises qui ne se font pas concurrence et qui, si possible, se rapprochent ensemble, en ayant un droit qui soit dans un certain nombre de secteurs le même. Ça doit être effectivement aussi une réalité. Et pour ça, il faut une volonté politique, parce que c'est toujours un leader qui finalement entraîne tout le monde derrière lui. Vous savez, en politique, c'est comme dans tout. Vous avez ceux qui participent, et puis vous avez quelqu'un qui a les idées et qui a l'énergie pour faire avancer les choses. Eh bien, en Europe, c'est exactement la même chose. Je vous parlais tout à l'heure du couple franco-allemand. Quand vous avez deux personnes qui sont fortes en la matière, elles le font avancer. Quant aux affaires de renoncer à sa souveraineté, c'est complètement crétin. J'allais dire crétin, oui, je dis crétin, voilà, de parler de cette façon, parce que finalement, la souveraineté dont vous déléguez certains aspects, vous les déléguez vous-même, vous restez bien souverain en la matière. Hein. Donc, ce n'est pas renoncer à sa souveraineté que de dire il faut qu'on essaie de rapprocher les fiscalités des différents pays européens. C'est quand même la même chose. C'est pas renoncer à sa souveraineté que de dire il faut les mêmes conditions d'accueil pour les migrants des différents pays. C'est pas renoncer à sa souveraineté que de dire il faut un certain nombre de normes qui, dans toutes les productions agricoles ou industrielles, protègent la santé des Européens.
Ça n'a rien à voir avec la souveraineté, tout ça. Et même l'euro, vous n'avez pas parlé de l'euro, je vous signale. Je suis désolée, mais l'euro, c'est aussi une façon, ensemble, d'être souverain. Je me souviens d'un cas, là aussi, quand j'étais au ministère de la Défense, le Rafale, dont on parle beaucoup maintenant. Le premier contrat qu'on devait avoir était un contrat à Singapour. Le Premier ministre et tous les ministres étaient amoureux de cet avion, qui est effectivement fantastique. Et donc, à partir de là, ils ont dit, bon, on va le prendre, mais naturellement en respectant les règles où il y a des appels d'offres. On est arrivé sur un appel d'offres et ils m'ont dit, même si c'est 10% de plus cher, on le prendra parce qu'on l'aime tellement. Et puis, c'était, je me souviens, au mois d'août, 3 semaines, oui, à peine 3 semaines, avant l'ouverture des plis. Les Américains, le contrat a été exprimé effectivement chez eux en américain, chez notre. Les Américains ont dévalué le dollar de 20%. Bon. Eh bien, à partir de ce moment-là, nous avons perdu le contrat. Les Singapouriens sont venus me voir, ils ne savaient pas comment s'exprimer. Ils ont dit, mais par rapport à notre opinion publique, c'est vrai, c'est j'oublie maintenant, l'Eurofighter est 20% moins cher, 25% même à l'époque, ça faisait que le Rafale. Nous ne pouvons pas. Bon. Pourquoi ? Parce qu'ils ont la maîtrise de leur monnaie. Donc, créer l'euro, pour nous, c'est nous donner ces moyens d'avoir une monnaie concurrentielle du dollar. Beaucoup de contrats aujourd'hui dans le monde s'effectuent en dollars. À partir de ce moment-là, selon que ça les arrange ou pas, ils le montent ou ils le descendent. Si nous n'avons pas une monnaie en euros qui est suffisamment solide pour que les gens aient envie de passer leur contrat en euros, nous sommes soumis à la volonté des autres sur le dollar. C'est ça le problème. Donc l'euro, ce n'est pas renoncer au franc. Aujourd'hui, d'ailleurs, si on avait le franc, il est probable qu'il serait dévalué de 20% par rapport au Deutschmark. Mais c'est bien, c'est un élément essentiel. Donc tous ceux qui disent qu'il faut sortir de l'euro disent une ânerie. Voilà. Pardon. Merci beaucoup, Madame le Ministre. Comme il nous reste... Il n'y a pas de journaliste, hein ? Non, il me semble pas. Parce que je vous dis quand même franchement ce que je pense. Nous allons, dans le peu de temps qui nous reste, nous allons passer aux questions du public. Donc si quelqu'un a une question à poser, qu'il lève la main, on va lui passer un micro. Assommé. Alors on a encore beaucoup de questions, donc si... donc ça nous arrange. Ah, super. On va vous ramener le micro. Oui, oui, allez-y, ça marche. On a envie de savoir concrètement quelles mesures vont s'inscrire dans le projet Nouvelle-France. Ah ben, ça, il y en a un certain nombre, mais pour l'instant, moi, je suis, c'est ce que je fais déjà depuis quelque temps, je suis en train de faire remonter tout ça. Donc, il y a effectivement, notamment, des mesures dans le domaine économique, où il y a à la fois des chefs d'entreprise, des hauts fonctionnaires, et puis un certain nombre de députés et de sénateurs qui sont là pour créer un certain équilibre. Alors, je vous en ai dit un petit peu tout à l'heure déjà sur je vous ai fait part des choix, mais je pense qu'on est là. On est en train de l'affiner dans ce domaine. Mais il n'y a pas que ça. Nous l'avons également dans le domaine fiscal, dans le domaine du rapport du citoyen à l'État. Bon, vous avez dans le domaine aussi, on essaie de beaucoup travailler sur toute la désertification médicale, qui est un problème dans nos campagnes, qui le devient d'ailleurs également dans nos villes. Trouver un médecin le dimanche, ça devient quelque chose de plus en plus. Donc pourquoi, comment ça se fait ? Donc vous avez toute une série de choses. Donc vous aurez assez prochainement les réponses aux questions que vous pouvez vous poser. Vous pouvez d'ailleurs y participer aussi. Je vous rappelle. Oui ? Bonsoir, madame. Oui, bien sûr. Il n'y en a aucun d'entre vous qui tweet pendant ce temps-là. D'accord, totalement. Bon. On n'a pas osé. Non, mais attendez, les primaires, bon, d'abord je suis gaulliste,
Donc, pour moi, ce qui compte, c'est la rencontre d'un homme ou d'une femme et des citoyens. Bon. Et quand j'entends certains dire qu'ils sont candidats aux primaires, je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? On est candidat à la présidentielle. On n'est pas candidat pour se faire plaisir, pour passer à la télévision, des choses comme ça. C'est stupide. Ou on est, ou on n'est pas candidat à la présidentielle. Ceux qui disent on y va juste pour faire connaître nos idées, mais on sait qu'on n'ira pas, ou on y va juste pour négocier un poste de ministre, c'est aberrant. C'est pas ça, c'est trop grave, c'est trop important. L'élection présidentielle, c'est se dire effectivement, on va essayer de conduire le pays vers quelque chose. Ça vaut la peine. Alors ensuite, la primaire, bon, on peut dire, c'est une modalité dont il faut voir si elle est ou non la plus pertinente. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de savoir on est ou on n'est pas candidat à la présidentielle parce qu'on a une certaine idée du pays, parce qu'on a une certaine idée de ce qu'il faut y faire. Voilà, c'est tout. N'en demandez pas plus. D'autres questions? Oui. Bonsoir madame, merci. Moi, comme je suis allemand, je voudrais savoir, vous avez bien mentionné la Rafale et le Qatar, quelle capacité française ou européenne seriez-vous prête à éliminer, à abandonner pour avoir une coopération plus forte dans le secteur de défense, pour avoir plus d'argent qu'on puisse Le nucléaire, non, on ne renonce pas à la dissuasion nucléaire pour une raison très simple. C'est de la dissuasion, c'est vrai, ça coûte très cher, je suis d'accord. Mais ça veut dire effectivement que vous protégez vos alliés. Mais en même temps, ça c'est une question de souveraineté. Parce que si vous n'avez pas le nucléaire, vous dépendez des Américains. Vous pouvez, c'est un choix, mais ça veut dire que vous les suivez en tout. On n'a pas été d'accord pour l'Irak. D'ailleurs, l'Allemagne non plus. Il y a un certain nombre de choses dans lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Et nous pouvons ne pas être d'accord parce que, justement, nous avons cette capacité de nous protéger nous-mêmes. Alors, ensuite, les sous-marins. Il y a des choses que nous pouvons faire en la matière. Nous avons des sous-marins à propulsion nucléaire, ce que vous n'avez pas. Effectivement, vous avez des sous-marins à propulsion classique. Non, mais peu importe. Bon. C'est un peu dommage. Moi, j'aurais aimé qu'on se rapproche. J'ai essayé de rapprocher Thyssen et DCN. Et puis finalement, ça n'a pas marché. Parce que je pense qu'il faut que nous travaillions ensemble. L'intérêt du nucléaire pour le sous-marin, c'est que ça lui permet de rester des mois et des mois en dessous, en totale autonomie. Ce que vous ne pouvez pas faire avec un sous-marin classique. Mais nous faisons des choses ensemble. Hein, nous faisons des choses ensemble. Nous faisons notamment le Tigre, un hélicoptère fantastique. Hein, nous travaillons ensemble à la brigade franco-allemande. On a parfois des petits problèmes de législation qui ne sont pas du tout les mêmes. Nous pouvons améliorer ce genre de choses. Et nous pouvons faire en sorte que nos industries travaillent davantage ensemble. Moi, ce que je voudrais surtout, je l'ai rappelé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps à La Haye, ce que j'aimerais surtout, c'est que quand nous sommes dans l'OTAN, le matériel européen soit choisi aussi bien que le matériel américain. Parce que pour l'instant, nous payons pour du matériel américain dans un certain nombre de cas. Et c'est dommage, parce que ça fait des emplois en moins sur le plan européen. Et alors que nous avons du matériel qui est au moins d'aussi bonne qualité. Le Rafale, il coûte 3 fois moins cher que le nouvel avion de combat américain, et il est polyvalent, tandis que le nouveau ne l'est pas. Donc je pense effectivement, je crois vraiment que la défense, c'est quelque chose dont nous avons besoin pour notre sécurité. Nous en avons besoin pour notre capacité d'expression politique. Nous en avons besoin aussi pour notre économie et pour nos emplois. Il y avait une question là-bas, il me semble. Bonsoir. Deux pour cent, jamais 3.
Non, d'abord parce qu'il ne s'agit pas de créer une armée européenne. Je l'ai toujours dit. L'armée, vous savez, c'est toujours une décision très, très lourde que l'on prend. Quand on prend la décision d'envoyer des militaires quelque part, on prend en quelque sorte le risque qu'ils soient tués. Et vous vous sentez personnellement responsable de chacun de ceux qui est envoyé là-bas. Et jamais vous ne pourrez confier à une autre autorité qu'à celle de l'État le fait de l'envoyer. C'est pour ça que je ne crois pas à une armée qui soit une armée européenne. Pour autant, il est évident qu'on a intérêt à travailler ensemble. Quand vous allez en Afrique, si vous envoyez l'armée française seule, les gens vous regarderont en disant c'est du néocolonialisme. On vient défendre des intérêts, que ce soit vrai ou pas, peu importe, vous aurez cette attaque. Moi, j'ai fait 5 opérations, je crois, en Afrique. J'ai toujours envoyé l'Europe. Alors, c'était parfois très artificiel. C'est-à-dire que la France représentait 95% des militaires, et puis vous aviez une dizaine d'Allemands qui étaient là, d'officiers allemands, vous aviez un luxembourgeois, vous aviez 2 médecins militaires belges, vous aviez 5 ou 6 commandos, ils ne sont pas mauvais, des Suédois, vous aviez, bon, mais ils avaient tous le drapeau européen et non pas le drapeau français. Et à partir de ce moment-là, ils étaient ressentis par la population différemment. Et ça, c'est très important, parce que les militaires, ils tirent très peu, finalement. Et ils ont beaucoup plus un rôle diplomatique, on peut le savoir, qu'on peut le penser. Ils essaient de rapprocher les uns et les autres. Moi, je les ai vus faire dans les villages, dans les choses comme ça. Ils essaient de faire en sorte que les gens cessent de se combattre les uns les autres. Mais ils ne peuvent le faire qu'à condition d'avoir aussi la puissance militaire, qui savent que les autres seront obligés de respecter un certain nombre de choses. Donc, si vous voulez, vous les faites travailler ensemble. Pour revenir à votre question, au niveau européen, vous faites travailler des armées ensemble, on fait de l'entraînement ensemble, on fait des exercices en commun, tous les ans il y en a, on fait de la formation en commun, il y a des formations belgo, luxembourgo, allemande, italienne, espagnole et française, qui se font ensemble pour différentes choses. Donc tout ça, effectivement, vous pouvez le faire. Mais vous avez des pays, alors aujourd'hui, ont à peu près les mêmes budgets, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Ensuite, vous avez l'Espagne et l'Italie. Puis vous avez des pays qui sont à 0,2 ou 0,3% de leur PIB. Et pour autant, quand il y a un problème, ils demandent aux autres de faire le travail pour eux. Et ça, c'est pas normal. Et donc, je dis, à partir du moment où on a une Europe, on se doit de protéger tous les citoyens de cette Europe, et chacun doit faire un effort similaire. Alors, il est évident que ça prendra du temps pour ceux qui partent de très bas, mais on doit arriver à ce que chacun considère la sécurité de ses concitoyens, la défense des valeurs que nous prétendons incarner dans le monde, de la même façon et en faisant le même effort. Et on continuera d'être bien loin des États-Unis, loin d'ailleurs de ce que la Grèce faisait avant la crise, probablement du fait de la proximité de la Turquie, mais la Grèce était à plus de 5 de son PIB. Oui.
Non. Alors, moi, je n'y crois pas. Bon, sur la Syrie, il faut voir. La réticence est venue de deux choses. La première, c'est qu'on s'est souvenu de l'Irak. Et on n'a pas voulu faire en Syrie ce qu'on avait fait en Irak. Deuxièmement, il est probable que ce qui était important, c'était éventuellement de neutraliser Bachar al-Assad. On ne pouvait pas le faire en refusant de parler à la Russie. Et l'une des grandes fautes qui a été faite, aussi bien par Obama que par Hollande, ça a été de mettre Poutine de côté, alors qu'on sait l'influence qu'il peut avoir sur le régime syrien, sur le régime iranien. Et on aurait pu effectivement obtenir ça de lui. Ensuite, c'est ce que je vous expliquais pour l'Afrique tout à l'heure. Dire un pays va y aller et ensuite demandera aux autres. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Un pays y va, dit qu'il ira, et il essaie de réunir des pays autour, même si, comme je vous le disais tout à l'heure, c'était symbolique. La première opération au Congo que nous avons faite, c'était au Kivu. On a mis des shelters au milieu de la cour de l'hôtel de Brienne, où on avait justement quelques officiers de liaison des différents pays. Mais on l'a fait avant d'envoyer les troupes. Et ce qui était important pour les militaires français, c'est qu'ils aient le drapeau européen plutôt que le drapeau français, même s'ils étaient l'immense majorité. Parce que vis-à-vis des populations, il faut que vous mettiez à la place des populations. Quand les populations voient un seul pays, ils se disent « Pourquoi ce pays vient chez nous ?» Alors, ils vous accueilleront d'abord bien dans les premiers jours. Et puis ensuite, ils diront « Mais finalement, ils viennent défendre leur propre intérêt ou ils viennent être une armée d'occupation ?» C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan. En Afghanistan, les premiers temps, moi j'allais dans les villages. Et dans les villages, les gens disaient « Ah, c'est formidable, vous nous avez libérés. » Puis les fois suivantes, ils disaient « Vous êtes là, c'est bien, mais en même temps, notre vie ne change pas. » Et puis la troisième phase que je n'ai pas vue, puisque c'était après que j'ai été ministre de la Défense, mais les militaires que je continue de voir m'en ont parlé, ils ont dit qu'est-ce que vous restez encore là ? Nous voudrions partir. Et il est évident que quand c'est un pays seul qui est là, ce pays est directement visé. Quand c'est la communauté européenne, le sentiment, c'est qu'une communauté européenne, d'abord, elle n'a pas le même passé, y compris passé colonial, et d'autre part, elle n'a pas d'intérêt particulier, elle n'a pas d'intérêt identifiable en tant que tel. Donc c'est la raison pour laquelle, moi je dis, c'est important effectivement que les opérations se fassent au nom de l'Union européenne, même si nous savons que derrière c'est l'armée française. Et j'aime autant vous dire qu'on sait quelle est la qualité de l'armée française. Au moment les plus difficiles des relations avec les États-Unis, Rumsfeld, mon homologue américain, m'a toujours dit vous avez les meilleures forces spéciales qui y aient et ils font un travail remarquable. Bon, et ça, je crois que personne n'a aucun doute. L'armée française est probablement la première ou la seconde armée en qualité, je veux dire, du monde aujourd'hui. Et elle est reconnue comme telle. Il n'y a pas que la France. Hein. Je vous signale que la Grande-Bretagne qui doit être à 1,8, l'Allemagne qui est, je crois maintenant qu'elle est à 1,7 ou quelque chose comme ça de son PIB. Je ne parle pas de l'Espagne qui doit être à 1,1 ou 1,2, de l'Italie qui doit être à 1. Donc quasiment tous les pays de l'OTAN, en dehors des États-Unis, je ne sais plus ce que donne l'Australie. Pardon ? Pas beaucoup plus. Ils ont beaucoup baissé, les Polonais. Donc, si vous voulez, tout le monde est dans la même situation. Alors, il y a des calculs ensuite sur les deux. Il y a une petite discussion sur les deux pour savoir si ça prend en compte les retraites ou pas. Dans les deux. Ce qui change quand même un peu la donne. Donc, je crois que les Britanniques doivent intégrer les retraites et que nous ne l'intégrons pas. Je crois que c'est à peu près la différence. Mais c'est vrai que les États-Unis nous demandent de plus en plus, à nous, Européens, d'une façon globale, effectivement, de faire un effort nécessaire, c'est-à-dire de remonter la participation financière des différents pays européens pour qu'eux-mêmes aient la capacité d'agir.
Les États-Unis, s'ils ont été très réticents à la défense européenne pendant des années, aujourd'hui, ils sont plutôt favorables à la défense européenne, honnêtement, parce qu'ils voudraient d'abord baisser leurs propres contributions, et puis parce qu'ils se tournent davantage vers le Pacifique que vers l'Europe. Et ils voudraient que l'Europe prenne sa part du maintien de la paix et du maintien de la sécurité. Et il faut reconnaître que c'est nous qui, en hommes, intervenons le plus, enfin nous, Européens, je veux dire, qui intervenons le plus dans les opérations. Nous envoyons plus d'hommes que les États-Unis. Mais ils sont plus dispersés et ce sont les États-Unis qui, très souvent, ont le commandement. Merci Voilà. beaucoup, Madame la Ministre, d'avoir accepté notre invitation. Ben, je vous en Merci prie. à vous. Merci à vous. Donc pour celles et ceux qui le souhaitent, un cocktail vous étant à côté, ce sera l'occasion de poursuivre nos échanges. Voilà, merci. En 209. Hein. Pas la coupe.